Belgique-Panama, c'était pour plein de raisons un des matchs de ce premier tour que j'attendais le plus. Alors tout n'a pas été parfait, le foot ne l'est jamais, mais on a vu des choses qu'on n'avait pas vues pour l'instant, et ça méritait bien une petite analyse. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et avant de démarrer, une petite dédicace à mes abonnés francophones dans leur ensemble. Les Marocains, je vous ai pas oublié, pas d'analyse pour votre match contre l'Iran, mais je compte sur vous pour vous ressaisir contre le Portugal, parce qu'une vidéo est prévue. Les Suisses, désolé, j'ai dû faire un choix dimanche soir, mais félicitations pour votre performance de grande qualité, et on se retrouve très vite contre la Serbie. À mes amis tunisiens, je vous donne rendez-vous à 14h pour une analyse de ce match contre l'Angleterre, même si je suis pas sûr que vous vouliez revivre ce crève-cœur. Et enfin, bonne chance aux Lions de la Teranga cet après-midi, la Pologne est un sacré adversaire et ça va être un très gros match. Mais donc voilà, tout ça pour dire, la Belgique et ses Belges, l'heure est venue, c'est parti. Alors on commence d'habitude par restituer les enjeux de cette rencontre, et ils étaient nombreux, mais le premier à mes yeux était la question que posait l'entrée en lice des Diables Rouges. Cette sélection effrayante sur le papier, dotée d'un potentiel offensif presque sans équivalent, cette Belgique de Hazard, De Bruyne, Lukaku, mais aussi de Vertonghen, Courtois, cette Belgique made in Premier League, cette Belgique-là allait-elle confirmer son statut? Et d'ailleurs en poussant un peu la réflexion, quel est finalement le statut belge entre une période de qualification stellaire ponctuée par 43 buts et 9 victoires en 10 matchs, et la déception de l'Euro 2016 qui les voit prendre la porte en quart face aux Gallois, où se situe la vérité? Entre des matchs de préparation enthousiasmants d'un côté et l'imbroglio Nengolan de l'autre, quelle est la température du groupe? Entre cette génération dorée, brillante, et une histoire qui l'est nettement moins, quel est finalement le rang de la Belgique? Si on devait se risquer à une réponse, on pourrait difficilement aller au-delà de celui d'outsider, un poil mieux placé que la Croatie, mais encore loin du tiercé de tête Brésil, Allemagne, Espagne, et peut-être encore en deçà même du second groupe France, Argentine, Portugal. Et je précise que je dis pas ça en faisant appel à mon jugement personnel, moi je pense que la Belgique peut tenir la dragée haute à toutes ses sélections, et est même au-dessus de plusieurs d'entre elles, mais c'est le statut qu'elle avait à la veille du tournoi, celui d'une équipe qui finalement recèle un grand potentiel mais peu de certitude, celui d'une équipe à laquelle on demande encore des preuves, et l'enjeu de ce match c'était justement d'en donner. Ensuite en face, le contexte panaméen était peut-être moins grand en valeur absolue, mais absolument inégalable en valeur relative. Il n'y avait qu'à voir les larmes de Roman Torres au moment des hymnes pour s'en convaincre. Les hommes du Canal jouaient le premier match de Coupe du Monde de l'histoire de leur pays, une qualification arrachée avec les dents, avec le cœur, à la dernière minute du dernier match, et à la suite de laquelle un jour férié national avait été déclaré. Alors hier soir, le peuple panaméen ne rêvait pas d'un accès aux huitièmes de finale, peut-être pas même d'une victoire. Il ne rêvait de rien, parce qu'il rêvait déjà. Et l'enjeu était aussi là, profiter, vivre pleinement ce moment historique, tout donner pour mériter d'être fier. Alors comme d'habitude, je vous propose un très court récap factuel, et on doit commencer par le fait que la Belgique a attaqué pied au plancher. Installés dans le camp panaméen dès les premières minutes, les hommes de Roberto Martinez ont pressé haut, grattant des ballons intéressants en situation favorable, et ont multiplié les tentatives. Mais Mertens, Hazard, Carrasco et Lukaku se sont montrés imprécis, le cadre s'est souvent dérobé, et à la pause, les Canaleros se congratulent, la première mi-temps de leur histoire en Coupe du Monde se solde par un 0-0 encourageant. Mais au retour des vestiaires, une volée géniale de Dries Mertens, un des plus beaux buts du tournoi, sans aucun doute possible, ouvre les vannes. Lukaku inscrit un doublé en 6 minutes, à la 69e d'abord en réceptionnant au second poteau un extérieur délicieux de De Bruyne, un assist comme on dit de l'autre côté des Ardennes, puis à la 75e en piquant la passe en profondeur de Hazard au-dessus de Penedo, 3-0, 3 points et une première place du groupe pour les Belges, en attendant le match de 20h entre l'Angleterre et la Tunisie, mission accomplie. Et donc vous commencez à en avoir l'habitude, mais le premier enseignement sera tactique, et il concerne l'attitude défensive des Belges, une attitude presque inédite pour une équipe de son calibre en ce début de Coupe du Monde 2018. Parce qu'effectivement, comme le souligne avec justesse Florian Tonuti et son œil tactique toujours très acéré, le problème récurrent des grosses équipes jusque-là, c'est leur incapacité à imposer de vrais temps forts, pas assez de rythme avec la balle, mais surtout beaucoup trop de passivité sans. Et hier après-midi, la Belgique n'a peut-être pas dénoté par rapport à cette observation dans son utilisation du ballon, mais on ne peut pas les accuser de passivité défensive. Parce que dès l'entame, ils ont pressé haut, même très haut, jusque dans les pieds deux défenseurs panaméens qui ont fait preuve
d'une naïveté coupable et qui aurait pu coûter très cher si les Diables Rouges avaient su régler la mire. Mais donc pour revenir au titre de cet enseignement, la Belgique, un gros qui presse, je trouvais ça intéressant de noter que la sélection de Roberto Martinez a été quasiment la seule à évoluer dans ce registre, à aller chercher ses adversaires avec véhémence. Quand on compare avec l'attitude défensive de la France contre l'Australie par exemple, il y a un vrai contraste. Certains évoqueront l'adversaire, le fait que la Belgique a voulu prendre le jeu à son compte face à des Panaméens dont on connaissait la faible qualité technique, et donc logiquement ils se sont donné les moyens de les dominer. Et certes c'est tout à fait entendable, mais ça n'empêche pas que la France contre l'Australie ne l'a pas fait, que l'Argentine contre l'Islande ne l'a pas fait, alors que ce sont là des adversaires relativement comparables, censés être équipés d'un bagage physique certain, mais d'une qualité technique moindre. D'autres ensuite évoquent des préparations physiques particulières chez les gros, conditionnées à durer dans le tournoi, mais donc peut-être un peu moins en jambes que les plus petits en phase de groupe. Pourtant, les coéquipiers de Hazard visent au minimum l'écart et rêvent même plutôt d'une demi, alors pas sûr que leur préparation physique soit très différente de celle de la France par exemple. Et si finalement cette attitude véhémente dans le pressing était celle d'une sélection qui veut s'affirmer, qui pour faire écho à ce que je disais en intro, veut se forger un statut, celui de favori du tournoi comme les autres. Et bah personnellement, c'est ce que j'ai lu dans ce pressing, la volonté de frapper un grand coup, de se positionner comme un prétendant, et avec ce score de 3-0, le pari est globalement tenu. Mais pour autant, tout n'a pas été brillant. Et si la prestation belge a été rassurante sur le plan comptable, si on a eu droit à des fulgurances intermittentes et que cette sélection est quand même dotée d'une qualité technique exceptionnelle, on lui reprochera quand même un peu de nonchalance. Et c'est sans doute ce qui manque pour véritablement s'enflammer, car avec un autre état d'esprit, plus enthousiaste, plus tueur peut-être, les Diables Rouges auraient sans doute pu corser l'addition. En première période notamment, la domination qu'ils s'octroient grâce à leur très bonne animation défensive est gâchée par un manque d'application devant le but gardé par Penedo, seulement 3 tirs cadrés sur 9 tentatives, dont de très bonnes situations. Et ensuite, de l'autre côté du rectangle, les sautes de concentration de Carrasco au marquage par exemple ont offert une occasion en or à Torres l'attaquant. Heureusement, Courtois s'est interposé, mais globalement, l'ailier reconverti latéral a rechigné à assurer ses obligations défensives et a un peu déchargé ses responsabilités sur Vertonghen, qui a été pas. Cette nonchalance donc, puisque c'est à mes yeux le mot qui s'impose, est l'un des dangers majeurs qui guettent les hommes de Roberto Martinez. C'est peut-être une tare inévitable d'une génération dorée à laquelle on promet de si belles choses, mais il faut la gommer au plus vite. Cela dit, ma connaissance de la sélection belge est forcément limitée par rapport à beaucoup d'entre vous qui me suivent. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je dis n'importe quoi, quelle est pour vous la plus grosse faiblesse de votre groupe. Et enfin, dernier enseignement, d'un point de vue très détaché et dans une optique peut-être un peu moins orientée performance, je trouve qu'il y a forcément un décalage et forcément une déception entre ce 11 ronflant qu'on a vraiment hâte de voir jouer et ensuite le groupe qu'on voit effectivement qui donne un peu l'impression de faire la gueule. Sur le terrain déjà, à part les sourires de Lukaku, pour moi les images qui ressortent le plus de cette prestation, c'est les colères de Vertonghen, le visage fermé de De Bruyne qui semble prendre beaucoup moins de plaisir en sélection que sous le maillot bleu ciel de City, et la mine renfrognée de Hazard. Et puis ensuite, en dehors du terrain, j'ai l'impression que tout n'est pas au beau fixe non plus, comme en témoigne cette interview qu'a donnée Hazard en zone mixte après le doublé de Lukaku. Romelu continue à marquer, c'est bien pour sa confiance, je lui ai dit à la mi-temps qu'on avait besoin de lui. En première période, il se cachait un peu là-bas tout seul, même si on a des bons joueurs, ce n'est pas facile de jouer avec un joueur en moins, et une fois qu'il a été là, impliqué dans le jeu, comme par magie, il a mis 2 buts, j'espère qu'il va comprendre. Donc voilà, encore une fois, ma perception est peut-être biaisée, je dis peut-être n'importe quoi, les Belges comptent sur vous pour m'aider, pour m'apporter votre apport, et on peut aussi très bien considérer d'ailleurs qu'une sélection nationale n'est pas là pour sourire, et que derrière ces visages fermés, il y a une volonté d'acier, un état d'esprit conquérant qui cherche à gommer ses erreurs, et quelque part c'est aussi ça la marque des grands. Mais voilà, peut-être que d'un point de vue extérieur, le petit bémol que je mettrais, c'est qu'on aimerait les voir plus libérés, on aimerait les voir plus kiffer. Ok, on passe à mes tops, et en premier lieu, j'ai voulu distinguer le travail de Hazard, qui n'a pas réussi tout ce qu'il a entrepris, mais qui a pris le jeu à son compte et qui a une justesse dans le dernier tiers très intéressante, que ce soit dans les crochets courts, la protection de balle ou ses transmissions, il est fiable et décisif. Il lui aurait manqué juste un petit but, ce qui n'a pas manqué à Lukaku, qui en a mis 2, magnifiquement servi par De Bruyne sur le premier, il n'en demeure pas moins très bien placé, à la limite du hors-jeu, et sa course, plus son piqué de l'intérieur quelques minutes plus tard, est une superbe action de 9. Enfin, on est obligé de citer Mertens, qui aurait pu donner plus d'ampleur au score avec plus de réalisme, mais qui a débloqué la partie d'une inspiration géniale. Niveau flop, une mention toutefois pour Carrasco,
trop souvent pris à revers dans son dos et dont le match avec ce poste de défenseur / milieu gauche est encore un peu douteux. Ensuite, je n'ai pas du tout été convaincu par Roman Torres, dangereux derrière par ses interventions non maîtrisées, ses passes en retrait trop molles et sa lenteur coupable, et pas plus par Gabriel Torres, son homonyme de l'attaque, invisible est le meilleur mot pour le décrire. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Une seule question aujourd'hui, si vous deviez me donner votre top 5 des favoris pour la victoire finale, qui est-ce que vous mettriez et dans quel ordre ? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse des Diables Rouges, j'espère qu'elle vous a plu, mais j'ai été particulièrement intéressé aussi par la rencontre d'hier entre l'Angleterre et la Tunisie, donc rendez-vous dans quelques heures pour découvrir mes impressions sur la sélection de Sa Majesté. Je vous dis à très vite, bisous.